Bonjour tout le monde, bienvenue à la rediffusion des webinaires présentés dans le cadre des Journées québécoises des lésions médulaires, journées d'échange, de réflexion et de célébration. Les Journées québécoises des lésions médulaires sont une présentation de Moelle épinière et Motricité Québec, de Coloplast Corporation et du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, le tout en collaboration avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du nord de l'île de Montréal, du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du centre-est de l'île de Montréal et du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la capitale nationale. Nos webinaires sont possibles grâce à la participation de nos partenaires Opermix, Elevabec et Vue et Voix. Bonjour, Monsieur Edwards. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'avoir accepté notre invitation dans le cadre des Journées québécoises des lésions médulaires. Donc, Monsieur Edwards, vous êtes professeur titulaire au département des sciences géomatiques de l'Université Laval. Depuis de nombreuses années, vous travaillez à l'intersection des arts et des sciences à redéfinir la relation entre le corps humain et l'espace environnant. Vous avez aussi C'est ça. travaillé au développement d'applications liées aux technologies géomatiques ainsi qu'au développement d'installations immersives portant sur les enjeux du handicap et sur aussi des outils cliniques impliquant les réalités virtuelles et augmentées. Et plus récemment, j'ai même vu que vous avez même commencé à travailler au développement de vêtements intelligents. Donc, mais pour aujourd'hui, vous allez nous parler de la géomatique au service des personnes à mobilité réduite. Alors, pour commencer, M. Edwards, pourriez-vous nous expliquer aux gens qui nous écoutent qu'est-ce que la géomatique? Au fait, la géomatique, c'est le nom qu'on donne aux disciplines concernées par la collecte, l'analyse, les représentations et la diffusion de données. Bon, géographique, géospatial, c'est des termes un peu équivalents. Et aujourd'hui, on associe la géomatique à trois échelles. Traditionnellement, la géomatique s'applique à l'échelle macro, c'est-à-dire géographique, et méso, c'est-à-dire la ville, au niveau de la ville. C'est un peu l'arpenteur géomètre qui fait la mesure des terrains, ce genre de choses. Mais on associe la géomatique moderne aussi à la géomatique, à la micro-géomatique, qui situe le corps dans l'espace. Alors là, on est dans très près du corps de la personne. Alors, c'est un peu tout ce qui touche la situation dans l'espace et les données qui sont associées à ça. D'accord. Et qui utilise principalement cette discipline de la géomatique? Alors, il y a toutes sortes de domaines non, qui l'utilisent. Euh, Originalement, c'était plus dans les secteurs de réseaux naturels, la gestion des prêts, des choses comme ça. Mais dans le contexte moderne, domaine qui sont installés sur le web alors qu'une application comme Google Maps est une application géomatique. Le GPS, c'est des technologies de la géomatique. Alors, tout ça, c'était un peu installé dans la vie de tout le monde quotidiennement. Mais ça s'applique aussi à des applications plus ciblées en toutes sortes de domaines, là, incluant les services à la santé. Ah. Puis vous, dans quel contexte faites-vous des recherches en géomatique? En fait, en tout cas, moi, j'ai une histoire un peu étrange, là, mais mon doctorat est en astrophysique. Alors, c'est un changement de cap que j'ai fait en rentrant en géomatique. Euh, Au départ, je m'intéressais plus à les applications images de la géomatique, mais avec le temps, j'ai migré sur cette préoccupation avec le corps dans l'espace, alors ce qu'on appelle la microgéomatique aujourd'hui. C'est plutôt mes intérêts personnels, mais j'ai passé aussi par des études ou des relations entre la cognition
et la perception de l'espace et la représentation de l'espace. Alors, j'ai aussi un fort ancrage sur tout ce qui touche le lien entre la compréhension de l'espace et les sciences cognitives ou les représentations mentales qu'on a de l'espace. Et j'ai vu récemment que vous travaillez sur une initiative qui s'appelle Mobile et SIG. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Oui, Mobilisig, c'est un projet sur lequel collabore. Alors, c'est un projet qui, sous la responsabilité de Dr. Mir Mostafavi, mais on est toute une équipe de personnes qui travaillent là-dessus. Luc Noro, Claude Vincent, François Autier, Patrick Fougerelas, Frédéric Hubert et moi-même. On travaille avec la Ville de Québec et une compagnie qui spécialise dans la mesure, la micro-mesure des rues par des technologies modernes. Et le projet vise au fait à aider les personnes avec à mobilité réduite de se situer dans l'espace et de planifier et d'organiser leur déplacement. L'idée en arrière, c'est que les techniques, le GPS et les applications GPS qu'on a actuellement permettent certainement un certain travail de déplacement, mais ils ne sont pas adaptés nécessairement à les personnes à mobilité réduite. Alors, nous, on développe une série d'applications orientées à fournir des bases de données spatiales et des applications cartographiques qui représentent le type de problème que rencontre une personne en fauteuil roulant à déplacer sur le territoire. Par exemple, modéliser ou mettre dans la base de données tous les petits changements de qualité sur un trottoir pour faire avancer le fauteuil. Qu'est-ce que je pourrais donner d'autres exemples? La localisation des stationnements lorsqu'on stationne et la relation entre le stationnement et la destination. Le trajet qu'on doit suivre sur le trottoir, dans la rue, etc. Alors, c'est un peu suivre toutes ces choses-là et permettre à une personne avec un handicap de pouvoir mieux comprendre et planifier et faire son déplacement. C'est un peu le concept du projet. Et, je vois que dans votre projet, vous avez l'intention de concevoir un système d'aide à la navigation avec une interface multimodale. Donc, à quoi pourra ressembler un peu l'expérience d'une personne qui va utiliser votre interface interactive sur par exemple, sur son appareil mobile comme un iPhone? Alors, c'est de repenser le déplacement dans ces différentes phases. Alors, actuellement, par exemple, si on utilise une application GPS pour se déplacer, il permet de rentrer le point de départ et le point d'arrivée. Il va le faire selon que vous êtes piéton ou selon que vous êtes dans un véhicule. Mais il n'offre pas la possibilité de le faire en fauteuil roulant ou de le faire un genre de division. Alors, si vous êtes en fauteuil roulant, ben, vous avez une partie du trajet à faire en fauteuil, une partie du faire dans un véhicule et une autre partie en fauteuil. Alors, segmenter le chemin à suivre selon ces différentes modalités n'est pas fait. Alors, l'idée, c'est de monter une application qui permette de segmenter, qui mette à mieux organiser à mieux faire l'organisation. Alors, tout ça en avance de déplacement et ensuite permettre à faire les mises à jour durant le fait. Alors, lors de le déplacement, si on doit modifier le moyen de transport ou modifier le chemin à prendre, que ces modifications rentrent dans l'application et vous donne à une personne d'autres instructions pour suivre, pour finir son trajet. Alors,
à la fois un outil de planification et un outil de réalisation pour tenir compte des entraves à un déplacement. D'accord. Puis, en ce moment, dans le projet sur lequel vous travaillez, quels sont les principaux obstacles au développement de cette technologie-là? Alors, les difficultés, les enjeux sont très complexes. Alors, le problème, c'est que les bases de données actuelles pour une ville, par exemple, pour la ville de Québec, vous modélisent, par exemple, une rue comme étant une section de trottoir entre deux intersections de rue qui ne permettent pas de placer sur un chemin suivi des petits éléments sur le trottoir. Alors, il faut repenser la manière même de construire la base de données. Alors, c'est ça un peu pour le néophyte, ben, c'est quoi le problème? On a juste à mettre quelques points de plus et voilà, c'est fait. Non, c'est pas si simple. Alors, c'est un peu toutes ces complexités de restructurer les bases de données pour permettre une modélisation fine de l'environnement. Et tout ça, c'est relativement complexe. Alors, ça, c'est un premier obstacle. L'autre chose, c'est que nous, on va développer un prototype qui tourne, mais ce prototype ne sera pas nécessairement la version commerciale éventuellement mise en marché. Alors, il y a toute une étape entre le prototype et la mise en marché qui ne seront pas nécessairement gérés par nous. Alors, ça aussi pose des problèmes. Si on est préoccupé par quand est-ce que ça va apparaître sur le marché, on est plusieurs années avant que ça arrive sur le marché. Mais si on a une version expérimentale qui tourne, là, on est peu. C'est peut-être 1 an ou 2 avant qu'on arrive à ça. Puis, lorsque une application comme ça sera prête, euh, comment elle va pouvoir assister les municipalités, par exemple, dans leur plan d'aménagement urbain ou de l'environnement? Ben, on travaille actuellement dans le projet mobilistique avec la Ville de Québec. Alors, normalement, ce qu'on développe doit être fait en fonction de leurs besoins. Et le prototype qu'on développe est fait aussi à la base de leur propre base de données. Alors, normalement, l'intégration avec la Ville de Québec devrait se faire relativement rapidement. Avec d'autres villes, ça serait à regarder l'adaptation nécessaire. Est-ce que ça peut se faire autant avec des grandes municipalités comme des municipalités plus petites? Je pense que oui. Il n'y a pas de raison. C'est sûr que Montréal, par exemple, les enjeux sont plus complexes. Alors, là, on est dans un autre contexte. Là, c'est une première tentative de faire quelque chose avec la Ville de Québec, qui est un genre de mitoyen entre le petit et le grand. Là. Alors, Puis, j'avais eu de nos usagers des questions en lien avec, en fait, qu'est-ce qu'on entend par un fauteuil roulant motorisé intelligent? Est-ce que ça rentre dans la discipline de la géomatique? en fait, c'est une application qui probablement relève en partie de la robotique et en partie de la géomatique. On va trouver ce genre d'application autant du côté des développements robotiques qu'en géomatique. Le concept d'un fauteuil roulant intelligent, c'est un fauteuil sur lequel les chemins, le déplacement du fauteuil pourrait être contrepartie par des logiciels dits intelligents, alors qui peuvent suivre un chemin planifié et qui peuvent tenir compte des obstacles identifiés sur la route par un détecteur de collision, par exemple. Mais il y a aussi des genres de solutions mitoyennes où le fauteuil se relie à une base de données sur les lieux et pourrait aider la personne à déterminer les espaces de rotation, la manipulation de le fauteuil dans les endroits étroits ou ce genre de choses. Alors,
ça peut améliorer ce genre de contexte, mais c'est des choses. Il y a certaines, je pense qu'il y a je pense pas qu'il y a une version actuellement sur le marché, mais il y a des agréments de fauteuils qui sont pas loin d'être sur le marché. Mais le coût est actuellement relativement élevé. Alors, aussi un intérêt de voir si on peut rendre des coûts plus basses. Et, qui seraient principalement les personnes qui pourraient bénéficier d'une telle technologie? Quand on parle parmi les personnes à mobilité réduite, est-ce qu'il y a des types de handicaps qui sont davantage visés? Non, mais je pense que c'est plus orienté sur les fauteuils motorisés complètement, là, et non pas les fauteuils manuels. Mais le système à détection de collision pourrait être, si c'était suffisamment compact et portable, installé sur un fauteuil non motorisé, là. Alors, il y a différentes possibilités là-dedans, je pense. Et quand vous parlez de pouvoir intégrer votre application avec des bases de données, est-ce que ce serait possible aussi de le faire avec les municipalités afin de connaître les endroits qui sont devenus inaccessibles, par exemple à cause de travaux de voirie ou d'autres obstacles qui seraient temporaires? Est-ce que l'application serait aussi s'adapterait au fur et à mesure, dans le fond? Au fait, dont on est très conscient et qui nous intéresse beaucoup, mais c'est comme, on pourrait dire, c'est quasiment une phase 2 et non pas la première phase. Parce que la première phase, c'est développer la base de données en tant que telle, de pouvoir un peu, comme je dis, appuyer le déplacement par la planification, etc. Le suivi dans le temps des informations en jour implique plusieurs autres enjeux de développement. Alors, il faut une base de données capable de tenir compte des changements dans le temps et ça aussi, c'est un enjeu additionnel, pas simple à gérer. Toute l'infrastructure de mise à jour de ces informations en temps réel et implique d'autres défis. Alors, oui, c'est des choses qui sont à l'étude, mais c'est pas une application que je pense qu'il pourrait être développée dans les prochaines années. C'est plutôt une prochaine génération d'ici 4-5 ans, encore d'avoir d'autres plus clairs dessus. Est-ce que vous êtes au courant d'autres équipes de recherche dans le monde qui travaillent aussi sur le développement d'applications en géomatique pour les personnes à mobilité réduite? Oui, il y en a plusieurs. Enfin, il y en a plusieurs. On peut peut-être les compter sur les doigts d'une main, là. D'accord. Il y en a plusieurs, mais c'est pas tant que ça. Il y a des équipes en Europe qui sont relativement fortes dans le domaine. D'ailleurs, on travaille avec une équipe près de Paris, dans un centre de recherche là-bas, qui est en tout cas le centre de recherche, je ne me souviens pas la nomenclature, mais c'est le RSRM, euh, qui est un centre de recherche un peu mi-public, mi-privé. Il y a des équipes en Suisse ou dans d'autres pays en allemand, etc., qui travaillent aussi sur ces problématiques. Il y a des équipes américaines aussi qui travaillent en lien avec ce genre de choses. Alors, oui, il y a des projets qui se développent à travers le monde, mais c'est quand même un secteur restreint pour toutes sortes de raisons institutionnelles et techniques, là. En ce moment, pour vos projets, est-ce que vous travaillez ou vous avez besoin de volontaires? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent commencent à expérimenter un petit peu les premiers prototypes que vous avez mis sur lesquels vous avez travaillé? Alors, oui, ça pourrait être intéressant, ce genre de... vous savez, je sais pas si, sans doute vous savez, hein, lorsqu'on arrive à tester quelque chose puis faire le recrutement de participants, c'est pas toujours évident de trouver assez de monde pour faire les tests. Alors, c'est toujours intéressant d'avoir des personnes qui s'intéressent à cette étape-là.
On n'est peut-être pas tout à fait là encore, mais d'ici un an, on devrait être en mesure d'avoir des versions à faire valider avec les personnes. Donc, si on a parmi nos participants des gens qui seraient intéressés à se porter volontaires, ils pourraient vous contacter ou contacter des personnes de votre équipe de recherche? Oui, à moi directement ou à Dr. Mustafavi, qui est le responsable du projet. On est tous les deux chercheurs au CIRIS, alors on peut nous contacter à travers nos coordonnées sont sur les pages web du CIRIS. Ben, parfait. Ben, Monsieur Edwards, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé pour nous parler de la géomatique au service des personnes à mobilité réduite. Est-ce que, pour conclure, d'après vous, quel avenir y a-t-il au niveau de la géomatique pour, bien sûr, pour les personnes à mobilité réduite, mais pour ce qui est des applications qui pourraient servir aussi le grand public? Au fait, c'est sûr qu'on travaille un peu sur les applications en général, en géomatique. Ce qui est intéressant, c'est que la personne à mobilité réduite, même s'il y a une population ciblée de ça, ce qu'on développe pour cette population, souvent applicable à une gamme beaucoup plus large de personnes. Parce que même des personnes qui ne sont pas dites à mobilité réduite peuvent avoir certaines difficultés de déplacement et ce genre d'outil peut leur servir aussi. Alors, il y a un peu un transfert de ce genre de développement en lien avec d'autres personnes. Il y a aussi une autre possibilité, on a parlé ici de plutôt le contexte de navigation, mais le géomatique aussi s'applique dans comment dire, les déplacements dans la vie, dans la résidence, par exemple, à l'intérieur des petits espaces d'une résidence ou ce genre de questions, l'interaction entre la personne et l'environnement immédiat. C'est aussi des domaines, des nouvelles domaines de la géomatique dans lesquels on a des retombées de recherche qui commencent à sortir. Parfait, c'est très intéressant. Donc, ben, merci beaucoup, Monsieur Edwards. Je vous rappelle qu'on avait une entrevue avec Monsieur Jeffrey Edwards, qui est professeur titulaire au département des sciences géomatiques de l'Université Laval. Et il était avec nous aujourd'hui pour nous parler de la géomatique au service des personnes à mobilité réduite. Donc, Monsieur Edwards, je vous souhaite une très belle fin de journée. Puis, j'espère entendre parler très prochainement des développements de de vos applications ainsi que de l'initiative Mobilisig ici à la Ville de Québec. Donc, merci beaucoup. Merci, Jean-Philippe. Bonne fin de journée. Alors voilà ce qui conclut la présentation. La rediffusion du webinaire d'aujourd'hui est possible grâce à nos partenaires Opermix, Elevabec et Vue et Voix dans le cadre des Journées québécoises des lésions médulaires.